Lorsque 2 agents de police de Lafayette ont menotté un homme à une station-service sur la base d'une description vague, ils ne savaient pas qu'il se retrouverait le lendemain matin dans sa salle d'audience. La pompe s'est arrêtée, mais Clifton ne s'est pas pressé. Il est resté un instant, fixant les chiffres numériques, 63. La journée avait été longue, pleine de tensions et d'échanges houleux entre deux familles, dans une impasse concernant un litige foncier. Clifton Ben était médiateur, et un sacré bon médiateur. Le genre d'homme capable de passer 6 heures dans une pièce sans fenêtre, à écouter des gens se disputer, et de ressortir quand même avec une solution acceptable pour les deux parties. Ce mardi après-midi à Lafayette, en Louisiane, Clifton voulait juste acheter une bouteille d'eau, peut-être un café noir, et rentrer chez sa femme. Il portait un jean, un simple sweat à capuche gris et des baskets, pas de costume comme plus tôt dans la journée, juste des vêtements décontractés. Son SUV, un nouveau véhicule hybride rechargeable aux vitres teintées, attirait les regards, mais il y était habitué. Ce à quoi il n'était pas habitué, c'était ce qui allait suivre. Alors qu'il tendait la main vers le bouchon d'essence, il aperçut un mouvement dans le rétroviseur latéral. 2 voitures de patrouille de la police de Lafayette se garaient à des angles étranges, l'une près de la sortie, l'autre derrière son véhicule. Clifton cligna des yeux, sans y prêter trop d'attention. Mais ensuite, il a vu les portes s'ouvrir en trombe. Une voix a retenti sèchement derrière lui, « Monsieur, éloignez-vous du véhicule. » Il s'est retourné lentement. « Tout va bien, agent ?» 2 agents se sont approchés. L'un plus âgé, avec une mâchoire carrée et des cheveux coupés courts. L'autre plus élancé et jeune, peut-être au début de la trentaine, et dont on sentait la nervosité. « Les mains où je peux les voir, tout de suite. » Clifton a levé les mains, l'une tenant toujours sa clé de voiture. « Y a-t-il un problème? Est-ce votre véhicule? » « Oui, c'est le mien. Immatriculé à mon nom. Ma carte d'identité et mon certificat d'immatriculation sont à l'intérieur. » L'agent le plus âgé, dont le badge indiquait Mulry, a fait signe à son coéquipier. « Vérifie ça. » Clifton a essayé de rester calme. « Puis-je demander de quoi il s'agit? » « La voiture correspond à la description d'un vol signalé dans la rue Moss, » a répondu Mallory, tournant lentement autour de lui comme s'il évaluait sa proie. « C'est une rue très étendue, » a dit Clifton, « et une voiture courante. »« Vous avez un reçu pour cette essence ?» a demandé le plus jeune. Clifton a fait un hochement de tête sec. « Dans le porte-gobelet. Vous pouvez le prendre si vous voulez. »« Ne bougez pas. » a claqué Mallory. C'est à ce moment-là qu'un jeune de l'autre côté du parking, en âge d'être au lycée, à en juger par sa veste universitaire, a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Clifton l'a remarqué, mais n'a rien dit. Il a gardé les mains visibles, une voix calme, des mots pesés. « J'ai mon permis de conduire et mon certificat d'immatriculation dans la boîte à gants. Si vous cherchez ça, vous résistez. » a averti Mallory. « Retournez-vous. Vous me détenez pour avoir conduit ma propre voiture? » Mallory n'a pas répondu. Il a attrapé le poignet de Clifton et l'a tordu derrière son dos. « Vous pourrez vous expliquer au commissariat. » Les menottes ont claqué, un métal froid. Clifton a frémi légèrement, mais n'a pas résisté. Le jeune policier semblait incertain maintenant, comme s'il réalisait que quelque chose clochait. « Monsieur, je vais juste vérifier votre carte d'identité très rapidement, » a marmonné le jeune. C'est juste la procédure standard. Clifton n'a pas répondu. Il regardait le jeune qui filmait toujours. Ses yeux ne disaient pas « à l'aide », mais ils disaient « souviens-toi de ça ». La circulation a ralenti. Quelques personnes sont sorties de leur voiture, confuses. Une femme à l'intérieur de la station-service est sortie, tenant son téléphone comme si elle appelait déjà quelqu'un. L'agent le plus âgé a plaqué Clifton contre le capot. « Vous avez des armes sur vous? Pas de drogue? Non, vous n'avez pas bu? Je viens de faire une médiation pour un litige foncier. Je rentre chez moi. » Silence. Le jeune policier est revenu avec le certificat d'immatriculation et la carte d'identité. Il a levé les yeux, sa voix un cran plus basse. « Il est écrit ici, juge Clifton Ben. » Clifton n'a pas bougé. C'est exact. Mais Mallory n'a pas reculé. Les gens mentent tout le temps. On va tirer ça au clair.
C'est alors que le gérant de la station est sorti. « Calmez-vous, les gars. Cet homme vient ici 2 fois par semaine. Il n'est pas celui que vous pensez. » D'autres téléphones sont sortis. Plus de silence. Clifton a été placé à l'arrière du véhicule de patrouille. Pas un mot, pas de lutte, juste le bruit silencieux de la porte qui claque sur quelqu'un qui avait vu ce genre de choses arriver à d'autres, mais ne s'attendait jamais à ce que cela lui arrive. Mais à l'intérieur de ce véhicule de police, Clifton savait déjà que cela ne se terminerait pas par un simple formulaire de plainte. La voiture de patrouille sentait les frites rassis et la sueur. Clifton était assis tranquillement, les poignets serrés dans l'acier, le dos pressé contre le siège en cuir fissuré. Chaque secousse sur la route faisait frotter les menottes contre ses os. Il ne parlait pas encore. Ni lorsqu'ils ont rejoint LIU-10, ni lorsque le répartiteur a demandé une vérification de routine à la radio. L'agent Bryce Fenech, le plus jeune, a jeté plusieurs regards dans le rétroviseur, la mâchoire serrée. Il semblait nouveau, peut-être 2 ans de service. Il s'éclaircit la gorge. « Vous travaillez au centre-ville » Clifton ne répondit pas tout de suite. « Oui, cabinet d'avocat. » Quelque chose comme ça. Clifton laissa le silence s'installer. Le sergent Mulry, assis sur le siège passager, se tordit sur son siège et lui lança un regard noir. Il est malin. Il a probablement cherché le nom d'un juge sur Google une fois et l'a mis sur une fausse pièce d'identité. Fenech semblait incertain. Son casier est vierge. Les plaques correspondent. La carte d'identité a un hologramme valide. Je m'en fiche. Claqua Mallory. Il était insolent. Il a prétendu être un juge. C'est une grosse affirmation. Je n'ai pas prétendu, dit Clifton, je le suis. Mallory se moqua. Eh bien, juge, peut-être auriez-vous dû vous habiller pour l'occasion. Peut-être auriez-vous dû rester dans votre salle d'audience au lieu d'apparaître en sweat à capuche au volant d'une voiture de 60 000 $ dans une station-service réputée pour les biens volés. Clifton fixa droit devant lui. Alors, c'est comme ça que vous jugez les gens? Non, dit Mallory d'un ton monocorde, c'est comme ça que je reste en vie. Silence à nouveau. Clifton appuya sa tête en arrière, comptant les secondes entre chaque panneau d'autoroute. Il se souvint de la voix de sa femme ce matin-là, du scone aux myrtilles qu'elle lui avait fait prendre, même s'il n'en voulait pas. Il se demanda si elle avait déjà été mise au courant. Elle travaillait dans la défense des droits. Elle le saurait avant même qu'il n'atteigne le commissariat. Fenwick parla finalement de nouveau, plus doucement cette fois. « Monsieur, si votre carte d'identité est en règle, ils tireront cela au clair rapidement. C'est juste le protocole, vous savez. » Clifton regarda dans le rétroviseur. Ce n'est pas un protocole. C'est une présomption. Les doigts de Fenwick se resserrèrent sur le volant, mais il ne répondit rien. La voiture de patrouille quitta l'autoroute près de Jefferson Street et tourna sur Monroe, se garant sur un parking annexe derrière le commissariat. Un petit groupe d'agents de patrouille fumait près d'une benne à ordures, leur voix s'éteignant alors qu'ils regardaient Clifton être extrait de la banquette arrière. Un agent haussa un sourcil. « Attendez, ce n'est pas. » Mallory tira plus fort sur les menottes. « Continuez d'avancer. » À l'intérieur, les lumières fluorescentes étaient dures. Les yeux de Clifton s'adaptèrent alors qu'il passait devant des bureaux empilés de paperasse, des écrans bourdonnants et des tasses de café rassis. Personne ne le salua. Quelques agents levèrent les yeux, la reconnaissance se faisant jour. Une femme, la détective Elena Navarro, s'immobilisa au milieu d'une conversation, la bouche ouverte. Elle s'avança. « Mallory, qu'est-ce que vous faites avec le juge Ben ?» Mallory ne manqua pas un battement. « Je l'ai interpellé pour interrogatoire. Correspondance possible avec un véhicule suspect de plus tôt. Vous avez perdu la tête ?» La voix de Navarro trancha comme une lame. « Retirez-lui les menottes tout de suite. » Mallory hésita. Nous suivions la procédure. Le visage de Navarro s'assombrit. Non, vous ne la suiviez pas. Vous venez de menotter un juge de circuit en exercice devant une station-service. Quelle partie de cela vous semble être une procédure? Fenwick avait l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Les yeux de Clifton rencontrèrent ceux de Navarro. J'aimerais parler à votre supérieur. Elle hocha la tête.
Vous l'aurez dans 5 minutes. Les menottes furent retirées. Clifton ne se frotta pas les poignets. Il se tint simplement droit, réajusta légèrement son sweat à capuche et regarda autour de la pièce. Tous les regards étaient désormais sur lui. Les agents qui riaient plus tôt se tenaient maintenant immobiles, évitant son regard. Navarro baissa la voix. « Voulez-vous que j'appelle votre femme ?» Clifton secoua la tête. « Elle est probablement déjà en route. » Mais même lorsqu'ils lui offrirent du café et des excuses, Clifton ne pensait pas à la vengeance. Il pensait à la responsabilité. Clifton était assis dans une petite salle d'interrogatoire, propre, simple, sans fenêtre. Une table ébréchée, 3 chaises en plastique et une ampoule fluorescente vacillante bourdonnant au-dessus de sa tête. Pas de menottes cette fois, juste une tasse d'eau en plastique et un dossier posé devant lui, non ouvert. La porte était restée fermée pendant 6 minutes. Ce n'était pas la prison, mais ce n'était pas la liberté non plus. Derrière la vitre, il pouvait voir 2 agents parler à voix basse. L'une d'elles était la lieutenante des affaires internes d'Evra Linley, petite, voix nette, yeux intelligents. Elle le regardait constamment à travers la vitre, les bras croisés, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Avant qu'elle n'entre, il ne détourna pas le regard. Il voulait qu'il le sente, son calme. Finalement, la porte s'entr'ouvrit et elle entra, un bloc-notes à la main. Juge Ben. Mademoiselle Linley. Elle s'assit sans y être invitée. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer à quel point cela s'annonce mal. D'accord. Elle étudia son visage, essayant de déchiffrer s'il était en colère, gêné, amer, ou les 3. Il but une gorgée d'eau. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais je serai clair. Je n'en attendais pas moins. Clifton posa la tasse. J'ai été suivi sans motif, détenu sans justification, fouillé sans consentement, menotté en public, humilié devant des inconnus. Tout cela parce que j'étais à une pompe dans la mauvaise voiture, portant les mauvais vêtements. Elle cliqua son stylo. La vidéo fait déjà le tour. Des dizaines d'appels ont été reçus. Il hocha la tête. Elle atteindra les médias nationaux d'ici demain matin. Comptez-vous déposer une plainte officielle? Je ne suis pas sûr qu'une plainte rende compte de ce qui s'est passé. Elle haussa un sourcil. Alors que voulez-vous? Il se pencha en arrière, les yeux fixés sur la dalle du plafond. Je veux que la vérité soit consignée. Je veux des comptes, non seulement pour moi, mais pour chaque personne sans titre qui vit cela chaque jour. Il y eut un silence entre eux. Elle nota quelque chose. Puis-je vous demander, connaissez-vous personnellement l'agent Mulry? Non, mais j'ai entendu parler de lui. Il a fait l'objet de 3 examens pour faute professionnelle au cours des 6 dernières années, n'est-ce pas? Linley ne répondit pas. Et Fennec? Dossier vierge. Mais passif, admit-elle. Il n'a pas arrêté l'arrestation, il ne l'a pas remise en question avant que vous ne soyez déjà à l'arrière du véhicule. Il n'a pas non plus aggravé la situation. Cela ne l'excuse pas. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Linley marqua une pause. Juge, je suis désolé. Clifton soutint son regard. Je n'ai pas besoin de vos excuses. J'ai besoin que votre bureau fasse son travail. Elle hocha la tête une fois, fermement. Vous serez contacté dans l'heure par le comité de surveillance. Ils lanceront l'examen. Il y aura une audience. Bien. Vous allez vous récuser. Il sourit faiblement. Non. Je ne serai pas celui qui sera jugé, mais je serai celui qui présidera. Linley se pencha en avant. C'est extrêmement inhabituel. Tout comme arrêter un juge à une station-service pour avoir conduit sa propre voiture. Un autre instant de silence. Finalement, elle se leva. Vous êtes libre de partir. Avez-vous besoin d'être raccompagné? Il se leva. Ma femme est dehors. Lorsqu'il entra dans le couloir, les mêmes regards le suivirent. Mais ils n'étaient plus les mêmes qu'avant. Cette fois, ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. Navarro l'attendait près de la sortie, téléphone à la main. Elle est garée sur Monroe, dit-elle doucement. Elle est bouleversée. Bien sûr qu'elle l'est. Elle a apporté votre robe de juge. Clifton expira lentement.
Navarro ajouta, vous savez que cette audience va exploser, n'est-ce pas? Ce sera politique, chaotique, bruyant. J'en suis conscient. Vous êtes prête pour ça? Clifton la regarda. J'ai toujours été prêt. Je ne savais juste pas encore que c'était mon tour. Mais à l'extérieur de ce bâtiment, sur le siège passager de la Prius de sa femme, il ne pensait pas au bruit. Il pensait au silence qu'il pouvait enfin briser. Au moment où Clifton ferma la porte d'entrée derrière lui ce soir-là, la vidéo avait déjà dépassé les 120 000 vues. Ce n'était plus seulement les groupes Facebook locaux. Elle avait atteint Twitter, Reddit, et même TikTok. 10 secondes d'images granuleuses, montrant un homme noir en sweat à capuche gris plaqué contre un SUV argenté, répétant calmement « Je ne résiste pas », tourné en boucle avec des légendes comme « C'est un juge » et « Il s'en fichait ». Sa femme, Geneva, avait les nouvelles en sourdine. Elle se tenait dans la cuisine, les bras croisés, téléphone à la main. Sa mâchoire était serrée, mais elle ne cria pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Clifton hocha la tête. Physiquement, oui. Elle lui tendit une robe. « Tu as audience demain. » Il la prit doucement, puis s'appuya contre le comptoir. Pendant une seconde, ils restèrent debout dans le silence. Dehors, des voisins sortaient leurs poubelles sur le trottoir. À l'intérieur, le poids de la journée flottait encore, comme la vapeur après une longue douche. « Tu as mangé quelque chose ?» demanda-t-elle. Pas envie. Geneva s'éloigna du poêle. « J'ai fait du gumbo. Tu vas manger. » Il ne discuta pas. À ce moment-là, son téléphone vibra de nouveau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, souffla, et le posa face contre table. Qui c'était? Des journalistes, des blogs, un professeur de droit de Tulane. Des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Tout le monde a quelque chose à dire maintenant. Clifton expira par le nez. Je ne voulais pas devenir un titre de journal, dit-il. Tu ne l'as pas fait. C'est eux qui t'ont transformé en ça. Il s'assit à table, la robe drapée sur ses genoux. Geneva plaça un bol devant lui, s'assit en face et posa son menton sur sa main. Ils t'ont menotté, mon amour. Toi, de toutes les personnes. Je n'ai pas droit à un traitement spécial. Peut-être que tu devrais, dit-elle d'un ton monocorde. Tu l'as bien mérité. Il remua le gumbo en silence. Puis, doucement, combien d'autres n'avaient pas de caméra pour les regarder? Pas de femme pour appeler des contacts? Pas de badge à brandir? Plus tard, Geneva cligna des yeux, puis se leva et alla chercher son iPad. Elle l'ouvrit, tapota quelques fois, et le tourna vers lui. Une chaîne d'information locale diffusait le clip. Le titre disait « Juge de Lafayette arrêté par erreur à une station-service, enquête ouverte ». Il le lut 2 fois. « Arrêté par erreur », dit-il à voix haute. Geneva haussa un sourcil. C'est leur version. Une nouvelle voix vint du couloir. « Papa ?» Leur fille marraine passa la tête au coin de la pièce. Elle avait 19 ans, étudiante en 2e année à l'LSU, en vacances à la maison. Ses boucles étaient attachées en chignon lâche, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. « Salut, mon cœur. » Elle entra dans la cuisine et le serra dans ses bras sans un mot. Il posa son menton sur son épaule. « J'ai vu la vidéo chez Sam, murmura-t-elle. J'ai d'abord cru que c'était un faux. Je pensais que quelqu'un avait monté ton visage dessus. » Clifton recula et la regarda dans les yeux. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien, dit-elle doucement. Mais tu vas l'être. » Plus tard cette nuit-là, tous les 3 étaient assis dans le salon. Geneva faisait défiler les commentaires, certains bienveillants, d'autres ignobles. L'un d'eux attira son attention. Peu importe qu'il soit juge. Si vous agissez de manière suspecte, vous êtes traité comme un suspect. Elle le lut à voix haute. Clifton secoua la tête. C'est là le danger. La suspicion sans motif, et l'idée que la dignité est quelque chose que l'on doit prouver. Marraine le regarda. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il éteignit la lampe à côté de lui. J'ai audience à 9 heures. Geneva étudia son visage. Tu vas te récuser? Non.
Tu es sûr? Il les regarda tous les deux. J'ai passé ma vie à essayer d'être impartial, mais cela ne signifie pas que je devrais être absent. Mais en se levant et en se dirigeant vers la chambre, une chose était déjà arrêtée dans son esprit. Il ne permettrait pas que le lendemain ne soit qu'une simple tape sur les doigts en interne. Le tribunal municipal de Lafayette avait connu sa juste part de remue-ménage, litiges fonciers, affaires de fraude, querelles politiques. Mais ce mercredi matin, l'attention ne portait pas encore sur ce qui se passait à l'intérieur de la salle d'audience. Elle portait sur celui qui y entrait. Clifton est arrivé tôt, costume sombre, pas encore de robe. Geneva s'est garé 2 pâtés de maison plus loin pour éviter les journalistes. Maren est restée à la maison, encore secouée, mais elle avait envoyé un SMS, on regarde. Le couloir du tribunal était déjà bondé. Certains qu'il connaissait des milieux juridiques locaux, d'autres qu'il n'avait jamais vus, étudiants en droit, militants, gens ordinaires qui avaient vu la vidéo en ligne et voulaient voir ce qu'il en adviendrait. Il passa devant un greffier qui chuchotait, « C'est lui. C'est le juge Ben. » Un autre hocha la tête. C'est celui de la vidéo de la station-service. Il ne s'arrêta pas, marcha droit vers son cabinet, ferma la porte et s'assit à son bureau. 10 minutes plus tard, un léger coup. Entrez. La lieutenante Linley entra, tenant une enveloppe en papier craft. Nous avons examiné les images hier soir, dit-elle en la lui tendant. Clifton ne l'ouvrit pas. Laissez-moi deviner, cela confirme ce que le public a vu? Oui. Sous plusieurs angles, avec des déclarations de témoins. Nous en avons 6, y compris le gérant de la station-service et l'adolescent qui a filmé. Clifton tapota l'enveloppe une fois. Un commentaire de la part des agents? Linley hésita. Ils ont pris un avocat. Il leva les yeux. Les deux? Elle hocha la tête. Tran Mallory est représenté par un avocat syndical. Bryce Fenwick a engagé un avocat privé ce matin. Il se pencha en arrière. Intéressant. Elle s'assit en face de lui. Juge, ils ne savaient pas qui vous étiez. C'est une partie de leur défense. C'est là le problème, Debra. Ils ne devraient pas avoir à savoir qui je suis pour me traiter comme une personne. Un court silence s'installa entre eux. Elle tendit la main dans son sac et en sortit un courriel imprimé. Vous voudrez voir ça. Il scanna la page. C'était du conseil d'éthique du district, une demande, urgente, pour une audience préliminaire pour faute professionnelle aujourd'hui, dans sa salle d'audience. Clifton haussa un sourcil. Aujourd'hui? Ils disent que c'est dans l'intérêt public. La vidéo est devenue nationale. Nous recevons l'attention du ministère de la Justice. Il se leva lentement. Alors ne faisons attendre personne. La salle d'audience 2C était pleine avant 9 heures. Les journalistes bordaient le mur du fond. Une blogueuse locale diffusait en direct depuis son téléphone. Toutes les places étaient occupées, et les murmures s'amplifiaient jusqu'à ce que l'huissier entre. Veuillez vous lever. Puis le silence. Clifton entra par la porte latérale, portant sa robe, sa posture égale. Il ne balaya pas la pièce du regard. Il ne regarda pas les caméras. Il prit son siège et parla avec clarté. Vous pouvez vous asseoir. Les chaises grinçaient, les chuchotements s'éteignirent. Il s'agit d'une audience d'examen préliminaire concernant un incident qui a eu lieu hier, impliquant 2 membres du département de police de Lafayette. Je présiderai. À la table de la défense, Mallory était assis raide, son avocat lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Fenwick semblait pâle, les mains serrées l'une contre l'autre sous la table. Son avocate, une femme d'une 40aine d'années avec des lunettes acérées, murmura, « Respire, c'est tout. » Les yeux de Clifton tombèrent brièvement sur eux deux. Aucun ne rendit le regard. Il s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, je tiens à être très clair. Cette audience ne me concerne pas. Elle concerne la conduite, les preuves et les normes que nous prétendons respecter. L'huissier apporta le premier dossier, photo de l'arrestation, images horodatées des caméras corporelles et la déclaration écrite du gérant de la station-service. Geneva observait depuis le premier rang, le visage impassible. Clifton ouvrit le premier dossier lentement. Agent Mulry, agent Fenwick, vous avez tous deux le droit d'être représentés. Cette audience se déroulera en toute transparence.
vous aurez la possibilité de répondre. Vous pourrez également appeler des témoins, tout comme le comité. Avant que l'un ou l'autre avocat ne puisse parler, la porte de la salle d'audience s'ouvrit à nouveau. L'adolescent de la station-service, celui qui avait filmé la vidéo, entra avec sa mère. Un agent de la cour les guida vers un siège réservé près de l'avant. Clifton jeta un coup d'œil à la liste des témoins mise à jour sur son bureau. Nom, Teron McBride, 17 ans, étudiant, lycée J.D. Gautreau. Les portes de la salle d'audience se refermèrent doucement derrière eux. Depuis la galerie, quelqu'un chuchota, c'est le jeune de la vidéo, et fut immédiatement réduit au silence. L'avocate de Fenwick se leva la première. Votre honneur, nous souhaiterions demander une brève suspension avant de poursuivre. L'agent Fenwick a exprimé des préoccupations concernant la clarté de la procédure et souhaiterait un moment avec son conseil. Clifton haussa un sourcil. Agent Fenwick, souhaitez-vous un délai? Fenwick hésita, puis secoua lentement la tête. Non, monsieur. Vous pouvez continuer. L'avocate se rassit, vaincue. Clifton continua. Le comité a également demandé le témoignage direct du témoin qui a enregistré l'événement. Nous l'écouterons sous peu. Il regarda le jeune homme. Monsieur McBride, merci d'être venu. Nous vous appellerons bientôt. Teron hocha la tête respectueusement. Clifton reporta son attention sur la table. Agent Mallory, nous allons commencer par vous. L'avocate de Mallory se leva et commença une longue explication sur la procédure, la sécurité publique, la prise de décision en une fraction de seconde et la pression du service. C'était clinique, froid. Au moment où elle eut terminé, cela avait le poids de la paperasse, pas de la vérité. Clifton ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de regarder Mallory et de demander, « Pensiez-vous procéder à une arrestation légale ?» Mallory parla enfin. Sur la base des informations disponibles à ce moment-là, oui. Quelles étaient ces informations? Mallory se raidit. Nous avions un bolo, avis de recherche, homme noir, 40 ans, conduisant un SUV hybride argenté, signalé volé dans un magasin à prix réduit de l'autre bout de la ville. Et le bolo incluait-il des vêtements? Une plaque d'immatriculation? Des signes distinctifs précis? Il était indiqué souhait à capuche gris. C'était suffisant. La voix de Clifton ne monta pas. C'était suffisant? Oui, monsieur. La description du suspect mentionnait-elle quelque chose sur son comportement? Sa résistance? Des armes? Non, monsieur. Pourtant, vous m'avez approché avec la main sur votre arme à feu? Mallory regarda droit devant lui. Pour la sécurité. Clifton hocha la tête une fois, puis se tourna vers Fenwick. Et vous, agent Fenwick, avez-vous tenté de vérifier les informations avant que je ne sois menotté? La gorge de Fenwick bougea avant qu'il ne parle. Non, votre honneur. Avez-vous remis en question la décision? Non. Pourquoi pas? Il y eut une pause. Parce que je ne voulais pas contredire mon partenaire sur le terrain. Clifton se pencha en avant, sa voix était ferme. Même s'il avait tort? Fenwick ne répondit pas. Mais avant que Clifton ne puisse insister, une main se leva dans la galerie. Teron McBride était prêt à parler, et il n'allait pas se retenir. Teron McBride réajusta son sweat à capuche en s'avançant vers la barre des témoins. Il semblait plus jeune que dans la vidéo, encore un visage d'enfant, avec une énergie nerveuse dans ses jambes qui le faisait légèrement rebondir en se tenant debout. Sa mère lui fit un court hochement de tête depuis le premier rang, les bras croisés, les yeux farouches. Clifton fit signe à l'huissier. Veuillez faire prêter serment aux témoins. Teron leva sa main droite et répéta le serment, la voix hésitante au début mais gagnant en assurance à la fin. Une fois assis, il se pencha vers le micro, puis regarda directement Clifton. Vous êtes le juge de la vidéo, dit-il. Il y eut quelques rires étouffés dans la foule. Clifton ne sourit pas. C'est exact. Teron hocha la tête. Je m'en doutais. Monsieur McBride, dit Clifton calmement, pouvez-vous décrire ce que vous avez vu à la station-service mardi après-midi? Teron prit une inspiration. Je rentrais de déjeuner pour aller à l'école. Je coupe toujours par cette station Chevron-sur-Myrtle. J'ai vu un SUV argenté à la pompe 3. Je vous ai vu là, juste en train de faire le plein.
C'est tout. Et ensuite? Ensuite, la police est arrivée rapidement, enfin, pas calmement, comme s'ils étaient déjà en colère. 2 voitures. La première a bloqué votre sortie, la deuxième est arrivée derrière vous. Ils sont sortis, les mains sur leur ceinture, comme si quelque chose allait se passer. J'ai arrêté de marcher. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu ça avant. Pas avec des juges, par contre. Juste avec des gens qui me ressemblent. Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. Un policier a crié quelque chose. Je n'ai pas bien entendu. Vous aviez les mains levées. Vous avez dit que votre carte d'identité était à l'intérieur de la voiture. Ils n'ont pas écouté. Ils vous ont menotté là, et ils n'y sont pas allés de main morte non plus. Clifton hocha la tête lentement. M'avez-vous vu faire des mouvements brusques? Élever la voix? Non, monsieur. Ai-je résisté? Non, monsieur. L'un ou l'autre agent a-t-il demandé une pièce d'identité avant d'appliquer les menottes? Theron secoua la tête. Non. Ils n'ont rien demandé. Ils ont juste commencé à vous traiter comme si vous étiez déjà coupable. Il y eut un murmure dans la galerie. Clifton leva la main pour le faire taire. Avez-vous enregistré toute l'interaction? Oui, monsieur. Du moment où le premier policier s'est dirigé vers vous jusqu'à ce qu'il vous mette à l'arrière de la voiture. Pourquoi avez-vous commencé à enregistrer? Theron n'hésita pas. Parce que je ne faisais pas confiance à ce que je voyais, et je voulais une preuve. Et qu'avez-vous pensé lorsque vous avez appris que l'homme menotté était un juge? Theron laissa échapper un souffle. J'ai pensé que peut-être maintenant, il s'en soucierait. Un silence s'ensuivit. Personne ne toussa, personne ne froissa de papier. Même Mallory leva les yeux un instant. Clifton laissa la pause respirer avant de continuer. Merci, monsieur McBride. Votre déclaration est appréciée. Theron se leva pour partir, mais avant de retourner à son siège, il se tourna une fois de plus vers la salle d'audience. Je ne connaissais pas son nom, dit-il. J'ai juste vu un homme traité comme un suspect à cause de son visage, pas de ses actions. Cela aurait pu être mon oncle. Cela aurait pu être mon père. Cela aurait pu être moi. Clifton le regarda s'éloigner. Pas de drame, pas d'applaudissements, juste la vérité en mouvement. Il se tourna vers la table de la défense. Agent Fenwick, agent Mallory, vous avez entendu un témoin. Vous avez vu la vidéo. Vous avez lu le rapport du service. L'un de vous deux souhaite-t-il parler en tant que personne, et non par l'intermédiaire de vos avocats? La pièce était immobile. L'avocat de Mallory posa une main sur son épaule, lui chuchotant quelque chose. Mais ce fut Fenwick qui se leva. Sa voix était petite au début. Je ne savais pas qui il était, mais je savais que ce que nous faisions n'était pas juste. Clifton le regarda directement. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit? Fenwick regarda le sol. Parce que je ne suis dans la police que depuis 2 ans. Mallory est là depuis 15 ans. Je ne voulais pas faire de vagues. Et que voulez-vous maintenant? Il leva les yeux vers Clifton. Corrigez ça. Ou au moins arrêtez de faire comme si ça n'était pas arrivé. Clifton baissa les yeux sur ses notes, gribouilla un mot court dans le coin, conscience. Puis il fit face à la salle à nouveau. Nous ne sommes pas ici pour détruire des réputations. Nous sommes ici pour rétablir la responsabilité. Mais avant qu'il ne puisse rendre une décision, un dernier nom fut appelé à la barre, et c'était quelqu'un que Clifton ne s'attendait jamais à affronter dans ce contexte. Lorsque l'huissier appela son nom, la posture de Clifton changea, non pas visiblement, mais intérieurement. Il ne l'avait pas vu venir. Détective Elena Navarro, veuillez vous présenter à la barre. Elle s'avança avec une autorité tranquille, sans note, sans hésitation. Son badge brillait contre son blazer alors qu'elle passait devant Mallory et Fenwick. Mallory garda les yeux droits. Fenwick jeta un coup d'œil, visiblement mal à l'aise. Navarro avait déjà traité des affaires internes. Elle savait où cela menait, mais aujourd'hui, c'était personnel. Après qu'elle ait prêté serment, Clifton se pencha légèrement en avant. Détective Navarro, depuis combien de temps êtes-vous au service de la police de Lafayette? 17 ans, répondit-elle sèchement. 12 ans en enquête,
5 aux affaires internes. Et l'après-midi en question, où étiez-vous au commissariat? J'ai vu les agents Mulry et Fenwick amener le juge Ben. Je ne savais pas qui ils avaient en garde à vue avant de reconnaître son visage. Quelle a été votre réaction? Elle prit un moment. Surprise, suivie d'incrédulité, puis d'inquiétude. Pourquoi l'inquiétude? Parce que j'ai examiné plus de 3 douzaines de plaintes pour faute professionnelle au cours des 2 dernières années, et quand j'ai vu les menottes sur le juge Ben, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas en colère. Il ne criait pas. Il semblait avoir déjà vu cela, mais jamais de ce côté du bureau. Geneva, au premier rang, baissa les yeux silencieusement. Êtes-vous intervenu? J'ai demandé pourquoi il était détenu. Mallory a dit qu'il correspondait à la description d'un véhicule lié à un vol. J'ai demandé s'ils avaient vérifié les plaques avant l'arrestation. Ils ne l'avaient pas fait. Clifton resta impassible, mais ses doigts tapotèrent 2 fois sur le banc. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai ordonné le retrait des menottes. Ensuite, j'ai appelé la lieutenante Linley. Nous avons examiné les images et commencé la documentation formelle pour une audience de faute professionnelle. Clifton fit une pause, puis demanda, « Détective, selon votre expérience, le protocole a-t-il été suivi lors du contrôle initial ?» Non, répondit-elle fermement, pas du tout. Selon vous, que aurait-il dû se passer? Ils auraient dû l'approcher, demander une pièce d'identité, vérifier la propriété du véhicule. Il n'y avait aucune urgence, pas de suspect en fuite, juste des suppositions. Clifton se pencha en arrière. Cela serait-il considéré comme un schéma pour l'agent Mallory? Elle hésita une demi-seconde. Ce serait son 4e incident impliquant des contrôles douteux au cours des 6 dernières années. Un murmure parcourut la salle. Clifton leva la main pour le silence. Et l'agent Fenwick? Dossier vierge, dit-elle. Mais ce moment montre pourquoi le silence peut toujours faire du mal. Clifton hocha légèrement la tête. Merci. La détective Navarro quitta la barre et retourna à sa place vers l'arrière, mais le poids de son témoignage persista. Clifton regarda la table de la défense. Les 2 avocats chuchotèrent à leurs clients. La mâchoire de Mallory était serrée. Fenwick fixait le sol. Puis Clifton tourna son attention vers la salle d'audience. Il y a quelque chose que je veux que tout le monde comprenne, commença-t-il. La faute professionnelle ne se manifeste pas toujours par des contusions ou des os brisés. Parfois, elle se présente sous la forme d'une paire de menottes claquées à quelqu'un sans qu'aucune question ne soit posée. Parfois, c'est un silence de la part d'un partenaire qui sait mieux, mais qui reste silencieux. Il fit une pause. Et parfois, c'est un système qui oublie que les titres ne changent pas la façon dont on est traité. La salle d'audience resta immobile, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. J'ai eu de la chance. J'avais un nom, un emploi, une famille. J'avais des caméras. J'avais des gens qui reconnaissaient mon visage. Mais si j'avais été quelqu'un d'autre, sans titre, sans public, serions-nous même ici aujourd'hui? Il se tourna vers les agents. Vous avez le droit de porter ce badge, mais avec cela vient la responsabilité de voir les gens, de vraiment les voir. Pas leur sweat à capuche, pas leur voiture, pas les parties que vous avez décidé être suspectes. Il se pencha en avant, les coudes sur le banc. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de ce jour dans 5 ans, mais moi oui. Et tous ceux qui ont regardé cette vidéo aussi. Mais avec tous les regards dans la salle d'audience fixés sur lui, il restait encore une dernière chose à faire, et cela ne pouvait plus attendre. Clifton resta assis tranquillement un instant, laissant la salle d'audience dans son propre silence. Pas de froissement de papier, pas de chuchotement, pas de clic d'appareil photo, juste le souffle. Une longue, collective respiration. Il jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus des portes de la chambre, 10h42. Puis, lentement, il tendit la main vers le dossier de décision à côté de lui. Son ton ne changea pas. Il n'éleva pas la voix ni ne frappa le bureau. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde était déjà attentif. Ce tribunal a examiné l'incident sur la base de preuves vidéo, de témoignages de témoins et de dossiers du service. Je prononce les conclusions suivantes. Il regarda d'abord Mallory. Sergent Mulry, vous avez fait preuve d'une conduite imprudente lors d'une intervention sur le terrain non urgente,
y compris une détention sans motif valable, un défaut de vérification d'identité et une escalade inutile. Vous êtes par la présente renvoyé au bureau des affaires internes du département de police de Lafayette pour des mesures disciplinaires, et ce tribunal recommande une suspension immédiate en attendant un examen complet de vos précédentes affaires de faute professionnelle. L'avocat de Mallory se leva comme pour protester, mais Clifton leva la main. Vous pouvez faire appel de cette recommandation auprès du comité de surveillance, mais vos actions de mardi parlent d'elles-mêmes. Puis il se tourna vers Fenwick. Agent Bryce Fenwick, votre inaction a joué un rôle important dans ce qui s'est produit. Bien que vous n'ayez pas initié l'arrestation, vous n'êtes pas intervenu. Cependant, votre témoignage d'aujourd'hui a montré une reconnaissance de cet échec et une volonté d'assumer vos responsabilités. Ce tribunal recommande une remise à niveau au sein du service, une affectation temporaire à des tâches de bureau, et la désignation d'un agent mentor, de préférence quelqu'un en dehors de votre chaîne de commandement direct. Fenwick ferma brièvement les yeux, expirant par le nez. Ce n'était pas du soulagement. C'était autre chose, peut-être le regret qui prenait enfin forme. Clifton s'adressa à l'ensemble de la salle d'audience. Permettez-moi d'être clair. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qui se passe lorsque la perception remplace la politique, lorsque le jugement remplace la procédure, lorsque le silence devient complicité. Il laissa cela s'installer un instant. Nous nous disons que ce pays fonctionne parce que nous avons des systèmes, mais un système n'est aussi honnête que les personnes qui l'opèrent. Il posa son regard sur les jeunes dans la foule, des étudiants de l'université locale, quelques adolescents relégués vers l'arrière, et Theron, assis tranquillement auprès de sa mère. Je n'ai pas été ciblé parce que je suis juge, dit-il d'une voix claire. J'ai été ciblé parce que quelqu'un a vu ce qu'il s'attendait à voir, et non ce qui se trouvait réellement devant lui. Cette fois, il se trouve qu'ils ont choisi le mauvais homme à déshumaniser. Geneva le fixait attentivement, la main posée sur son cœur. Clifton abaissa légèrement le ton. Vous ne devriez pas avoir besoin d'un titre pour être traité comme un citoyen. Vous ne devriez pas devoir devenir viral pour être cru. Vous ne devriez pas avoir à porter une robe pour être respecté. Il retira ses lunettes et les déposa doucement sur le banc. J'ai passé près de 2 décennies de ce côté-ci de la salle d'audience, et je peux vous affirmer ceci, la peur ne justifie jamais la paresse. Un badge n'est pas une armure contre la responsabilité. Et la seule chose pire qu'une mauvaise décision, c'est de refuser d'en tirer une leçon. Puis, se levant avec lenteur. Cette audience est maintenant close. Le coup de marteau retentit, pas fort, mais délibéré, sec, définitif. Les gens se levèrent. Nul applaudissement, nulle clameur. Pourtant, quelque chose avait changé. En quittant la salle par la porte latérale, Clifton croisa le regard de Theron. Celui-ci se leva, lui adressa un léger signe de tête, un geste silencieux, une reconnaissance mutuelle entre 2 hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ainsi, mais qui ne l'oublieraient jamais. Dehors, le soleil brillait haut dans le ciel. Les journalistes se rassemblaient comme un vol d'oiseaux, mais Clifton poursuivit son chemin. Geneva l'attendait près de la voiture, tenant la porte ouverte. « Tu as fait ce que tu avais à faire », dit-elle alors qu'il s'installait à l'intérieur. « J'ai fait ce qu'ils avaient besoin que je fasse », répondit-il. Ils roulèrent quelques minutes en silence. Puis Geneva demanda. « Tu veux toujours t'arrêter au dortoir de Marraine plus tard ?»« Oui, mais prenons d'abord un café. » Pendant ce temps, devant le tribunal, la foule se dispersait sur les marches. Quelqu'un, à la craie, traça 3 mots simples sur le trottoir, près de l'entrée. Le respect sans le grade. Il n'avait pas besoin d'un hashtag, ni d'une campagne. Il avait seulement besoin d'être vrai. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parlez-en. Discutez-en avec vos enfants, vos amis, vos voisins. Le silence ne change rien. Et si vous souhaitez d'autres histoires qui disent la vérité, restez à l'écoute.